L'édition de Confiné, nos lives que nous menons pendant toute la période de confinement, où j'ai à chaque fois le plaisir de recevoir des personnalités qui sont particulièrement engagées dans la crise que nous connaissons, parfois ministres, parfois députés, parfois adhérents de la République en marche. Et ce soir, nous allons parler d'un sujet extrêmement crucial, évidemment, qui est la situation des personnes en situation de handicap. Et j'ai le plaisir d'accueillir Sophie Cluzel, qui est la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées. Merci à toi, Sophie, d'être avec nous ce soir. Bonjour à tous et à tous. Merci Stan de pouvoir évoquer justement ce sujet si prégnant pour beaucoup de personnes. Bien, c'est bien normal et le but de ces lives est d'être le plus utile possible, de donner le plus d'informations possible à nos internautes, à ceux qui nous écoutent. Ce soir, nous le ferons accompagné de Florine et de Julie qui feront l'interprétation en langue des signes de ce que nous nous dirons pour que notre Facebook Live soit le plus inclusif possible et que le plus grand nombre puisse évidemment nous suivre et nous regarder ce soir. On le sait et ça a été souvent l'occasion à travers nos lives de voir à quel point la crise que l'on vit accentue encore les inégalités de notre société, les situations de difficulté, les rend encore plus criantes. Et on le sait, on l'imagine, c'est évidemment le cas avec le confinement pour les personnes qui sont en situation de handicap. Toi, tu es en première ligne sur ces questions-là. Peut-être qu'on peut commencer en nous disant, et tu peux nous dire ce que le gouvernement a mis en place de spécifique pendant la période pour pouvoir accompagner les personnes en situation de handicap pendant le moment de confinement. Alors tu as raison Stan, c'est près de 10 millions de personnes en situation de handicap, un Français sur 5 concerné, et rappelons-le aussi, 8 millions de proches aidants. Donc c'est un impact, ce confinement important sur beaucoup de Françaises et de Français. Je tiens déjà à saluer l'exemplarité des Français qui le respectent, ce confinement, même si c'est difficile pour eux, mais on y reviendra après. Et je voudrais aussi saluer les professionnels du médico-social, tous ces acteurs engagés justement à l'accompagnement des personnes, parce que la première des choses que nous avons dû faire, c'est justement de fermer les externats médico-sociaux, qui accueillaient les enfants majoritairement et aussi certains adultes. Et donc, les familles ont repris, si vous voulez, chez eux, leurs enfants, leurs adultes en situation de handicap. Pour autant, ce n'est pas parce que les établissements ont fermé que les professionnels n'ont pas continué d'agir au quotidien. Et justement, ils ont continué avec des astreintes téléphoniques, avec une continuité d'accompagnement auprès des familles, de façon à ne pas les laisser seuls. Au bout d'un mois de confinement, c'est vrai que certaines situations sont difficiles, on pourra y revenir pour que je puisse expliquer justement tout ce que l'on met en place pour durer, puisque le président de la République nous l'a annoncé, un mois de plus, et peut-être plus pour certaines personnes très vulnérables, donc, dont certaines personnes en situation de handicap. Donc il nous faut tenir dans la durée, mais c'est à ce prix-là qu'on pourra justement juguler cette épidémie en respectant ce confinement et les gestes barrières, d'où un impact important sur les familles au quotidien. Bien sûr. Est-ce que, d'ailleurs, par rapport à la situation de confinement, il y a des aménagements qui sont prévus pour les personnes en situation de handicap? Évidemment, le confinement, c'est beaucoup de contraintes, beaucoup de restrictions de liberté aussi. On les a votées à l'Assemblée nationale dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Et dans quelle mesure elles concernent pleinement les gens en situation de handicap et quels sont les aménagements qui sont possibles? Alors, en fait, il y a plusieurs situations. Le domicile des personnes, ça peut être leur domicile, comme toi et moi, en famille. Et puis, pour certains, le domicile, c'est l'établissement médico-social, parce que les internats n'ont pas fermé. Donc, pour les internats, les règles de confinement sont extrêmement strictes, les mêmes qu'on a mis dans les EHPAD, pour vraiment empêcher le virus de rentrer dans ces établissements. Et c'est extrêmement difficile pour les familles. Quand vous avez un adulte qui est privé de communication, ne pas avoir de nouvelles, c'est compliqué. Et donc là encore, les professionnels du médico-social ont été remarquables pour inventer justement ce lien indispensable. Les collectivités locales, les départements avec qui je travaille de façon très proche, et je salue le président Bierry avec qui j'étais encore tout à l'heure au téléphone, ont fait des dons de tablettes par exemple pour qu'on puisse continuer à avoir de la visio avec ses proches qui nous communiquent très mal. Donc, mais le respect est indispensable. Et je sais que c'est dur et que c'est difficile, mais c'est à ce prix-là qu'on peut justement empêcher le virus de rentrer dans les établissements. Et puis pour d'autres, le domicile, eh bien, c'est chez soi, ou chez soi à part entière, ou peut-être en famille pour beaucoup d'entre eux. Là, le confinement, pour certains handicaps, a des retentissements importants sur le comportement, pour les troubles psychiques, les déficiences intellectuelles, l'autisme.
Et ce confinement, il est extrêmement difficile vraiment à respecter. Donc, qu'est-ce qu'on a fait tout de suite? Dès le début, j'ai œuvré pour ça. Le 3 avril, le président de la République a pris la parole pour annoncer justement un assouplissement de dérogation possible de sortie. On a tout de suite travaillé avec Christophe Castaner pour pouvoir donner aux forces de l'ordre ces impératifs d'assouplissement de dérogation. Alors, c'est quoi? D'abord, les personnes doivent remplir leur attestation de dérogation. Ça, c'est très important. Mais elles doivent se munir aussi d'un justificatif du handicap. Parce que beaucoup de handicaps sont invisibles. Il faut bien que nos forces de l'ordre puissent comprendre. Donc, c'est par exemple une attestation de notification de la maison départementale des personnes handicapées. Tout document qui peut faire valoir son état de handicap, qui est joint aussi avec l'attestation de dérogation, pour fractionner les sorties. Par exemple, pouvoir sortir plusieurs fois un quart d'heure dans la journée, c'est plus utile qu'une heure complète. C'est de pouvoir aller un petit peu plus loin. C'est de pouvoir, quand on est en établissement, sortir avec un accompagnement individualisé, parce que je le redis bien, c'est individuel, pouvoir aller dans le parc, par exemple, de l'établissement avec un professionnel. Voilà, on essaye d'assouplir parce qu'il faut qu'on tienne dans la durée. Ouais. Et puis, on offre des solutions un peu plus structurées maintenant, pour les familles qui craquent complètement parce que l'impact du confinement est trop important sur ces troubles de comportement, avec la mise en place de possibilités de répit, avec des solutions de répit de 7 jours, de 14 jours avec les établissements médico-sociaux pour qu'on puisse tenir dans la durée, c'est très important. Donc, ça veut dire que ce qu'on a des internautes qui nous posent des questions en live sur ces sujets-là, j'imagine que tu es en lien avec évidemment le ministère de l'Intérieur, avec les préfets. On voit qu'il y a des préfets qui sont pointés là, de faisant respecter des règles trop strictes. Ça, c'est des points que tu traites avec les préfets pour pouvoir faire respecter ces assouplissements-là, j'imagine. Voilà, tout à fait. Et puis avec Christophe Castaner, on est en lien direct, on redonne les consignes d'assouplissement. C'est quelque chose parfois difficile de compréhension. On avait aussi certains maires qui avaient été un peu trop loin dans certains arrêtés que Christophe Castaner a rappelé, si vous voulez, la possibilité de pouvoir déambuler un peu plus loin pour certaines personnes en situation de handicap. Il faut faire de la pédagogie, informer, bien dire aux personnes qu'il faut qu'elles se munissent de cette attestation de handicap, parce que beaucoup de handicaps sont invisibles. Et là, on s'aperçoit, si tu veux, qu'on a encore énormément de travail à faire pour expliquer comment on parle à une personne handicapée psychique, une personne handicapée mentale. C'est au quotidien qu'il nous faut travailler cette relation. Et donc, je dis bien aux familles, respectez bien tous les assouplissements possibles pour ne pas vous mettre en difficulté après, parfois avec certains contrôles. Ouais, c'est peut-être aussi un des enseignements de cette crise, c'est-à-dire que des sujets qui sont présents dans la société tous les jours ressortent plus fortement et c'est peut-être pour nous tous l'occasion d'un apprentissage collectif et de sortir différemment de la façon dont on est entré dans la crise. Il y a des questions qui touchent exactement ce que tu décris, ce sont notamment, l'accès à l'aide à domicile pour des familles qui sont en situation particulièrement difficile. Tu disais que la situation de confinement, elle peut encore engendrer des troubles supplémentaires, des difficultés supplémentaires. Est-ce qu'il y a des choses qui sont faites pour justement faciliter l'accès à l'aide à domicile? Alors, il y a deux possibilités d'aide à domicile. Il y a, si tu veux, les établissements médico-sociaux qui accueillaient dans les externats, qui n'accueillent plus et sont en service d'accompagnement, façon CESAD, vraiment des services d'accompagnement. Donc là, il y a une astreinte téléphonique, il y a un lien téléphonique qui n'a jamais été rompu avec les familles. Et surtout, il faut bien dire aux familles qu'elles continuent à les appeler. Donc, il y a tout l'accompagnement téléphonique qui est fait, accompagnement psychologique, etc. Il y a une demande d'avoir un accompagnement un peu plus présent physiquement. Il faut qu'on puisse le faire de façon de protectrice aussi, et pour les familles et pour la personne qui rentre dans cette famille. Donc, beaucoup de familles nous ont dit, nous, on ne veut plus, parce qu'on ne veut pas faire rentrer une difficulté et une contagion potentielle avec nos personnes. Donc, on a cette difficulté d'accès, par exemple, d'arrêt parfois de soins. Moi, je dis aux familles, si la personne et si le service a bien toutes les protections, il faut maintenir ces soins, maintenir cette rééducation. Les kinés vont pouvoir revenir parce que nous avons aussi assoupli les règles d'obtention de protection directement auprès des officines, par exemple, pour les particuliers employeurs. Quand moi-même, par exemple, en tant que personne en situation de handicap, je suis employeur de mon auxiliaire de vie, ça y est, maintenant, ces auxiliaires de vie vont être protégés, puisqu'elles vont pouvoir avoir 9 masques par employé embauché directement par les officines. Par contre, les services à domicile, c'est comme les établissements médico-sociaux, ils sont servis par les groupements hospitaliers de territoire et les ARS font le dispatching.
Donc voilà, on D'accord. se met en mode de marche. On sait qu'il y a eu des difficultés au démarrage sur ces protections nécessaires et indispensables pour pouvoir rentrer dans la famille. Et puis toute cette continuité de téléconsultation possible aussi, puisqu'on a ouvert par exemple pour les orthophonistes le remboursement des téléconsultations pour que les soins continuent et perdurent. Ouais, c'est On très va important. on va avoir bientôt, je l'espère aussi, un arrêté pour la psychomotricité, pour les ergothérapeutes. Donc voilà, on se met en ordre de marche de ne pas interrompre pour ne pas avoir des pertes de chance, bien sûr, surtout l'accompagnement des enfants et des adultes, c'est très important. Alors, tout ce que tu nous dis est très clair et je pense que c'est important de passer toutes ces informations. Je vois que ça suscite des demandes de précision, notamment sur les types de handicap par rapport à la discussion que nous sommes en train d'avoir sur les dérogations. C'est le cas pour les personnes à mobilité réduite, pour les handicaps moteurs aussi. Est-ce que tu peux donner ces précisions-là? Alors, c'est en fait toute situation de handicap pour lequel le confinement a un retentissement important pour le supporter et qui peut générer des troubles de comportement sévères. Ça peut être de l'autisme, ça peut être du handicap psychique, ça peut être de la déficience intellectuelle, des troubles avec ou sans hyperactivité, des troubles de l'apprentissage ou de déficit d'attention. Et puis aussi pour des personnes à mobilité peut-être plus réduite qui ont besoin sans arrêt, à partir du moment où on a cette attestation de handicap, je dirais, pour que les forces de l'ordre puissent faire leur travail de façon objective et sereine. Ça, c'est très important. Surtout pour les handicaps invisibles. J'insiste vraiment surtout sur les handicaps invisibles. Ouais, c'est très très important. Tu parlais tout à l'heure des aidants. Et évidemment, les aidants sont aussi très impactés dans leur lien avec la personne en situation de handicap. Est-ce que là aussi, il y a des mesures spécifiques qui ont été pour les aidants? Alors, pour les aidants, nous avons justement une possibilité d'appui psychologique. Donc, par exemple, nous avons la possibilité d'aller sur la plateforme solidaire avec un S-handicap avec un S.fr. Si vous avez besoin d'accompagnement psychologique, si vous avez besoin d'accompagnement pour les aidants, de pouvoir aller faire ses courses à la place d'eux parce que vous êtes avec un proche très dépendant et que vous ne voulez pas le laisser seul, vous pouvez vous inscrire sur cette plateforme et cette plateforme vous donnera les solutions de proximité. Tous les bénévoles se sont inscrits à travers jeveuxaider.gouv. Donc, on a une belle réserve de bénévoles qui ont envie de pouvoir aider. Donc, moi, je dis aux aidants, allez sur la plateforme, faites état de vos besoins et en face, on pourra vous trouver des solutions. Ça peut être aller faire ses courses à la place de aller à la pharmacie, par exemple, pour le compte de. Ça peut être aussi un besoin, par exemple, de relayage ou de répit. Donc, faites état de vos besoins. Et derrière, c'est une plateforme qui a été montée grâce à la mobilisation du Conseil national consultatif des personnes handicapées et l'ANCREAI, qui est l'Association nationale des centres de ressources régionaux. Et derrière, il y a tout un travail de labellisation de toutes les initiatives locales. On est à plus de 200 initiatives locales qui remontent, et donc avec vraiment des réponses de proximité pour durer dans le confinement. C'est très important, donc ça peut être multiple. Et puis, il y a aussi toute une cellule psychologique de soutien aux aidants, d'écoute. Moi, j'ai des réunions régulières avec les écoutants de ces plateformes, et ils nous font remonter vraiment le besoin de rompre la solitude. Ouais. Donc, cet isolement, ce sentiment d'abandon, de se dire mais qu'est-ce qui va m'arriver? Et s'il m'arrive moi quelque chose en tant qu'aidant? Comment les personnes vont savoir que j'accompagne au quotidien une personne qui a un handicap très dépendant, etc. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument solliciter cette inscription sur les plateformes. Et puis aussi, Stan, et ça je veux le dire aussi à tous les adhérents de la REM, il faut que ces personnes en situation de handicap se fassent connaître de leur commune, de leur CCAS, qu'elles se fassent repérer, toutes ces personnes isolées. Parce qu'il y a des millions de personnes qui vivent seules chez elles, qui sont peut-être pas en situation de handicap avéré administratif, pour autant qui ont besoin peut-être de portage de repas, qui ont besoin de solidarité. Donc on essaye de faire feu de tout bois. La plateforme, les CCAS, les maisons départementales des personnes handicapées, mais aussi par exemple les plateformes territoriales d'appui avec les médecins généralistes. Faites savoir que vous existez, que vous êtes seul parfois et que vous pouvez avoir. Ça, c'est vraiment le maître mot qui. Mais c'est fondamental ce que tu dis là, et on voit bien, moi, dans les échanges que j'ai quasiment tous les soirs dans ces lives, on voit que on ne peut pas décorréler la réflexion qu'on doit avoir sur l'après de l'action qu'on est en train de mener maintenant. Je pense que ça, c'est totalement clé, et cette force-là, les personnes qui viennent, nouvelles, qui veulent aider, qui montent des projets, etc., c'est sur ça qu'on va devoir construire aussi pour après. Et c'est pas quelque chose qui sera simplement un coup d'une seule fois. On va devoir pérenniser ces actions-là, et j'imagine que ça fera aussi partie de
de ta mission pour C'est bien pour ça que la commande passée initialement avec cette construction de plateforme, c'est pour pouvoir capitaliser derrière sur toutes les forces vives que l'on a et sur ce maillage qu'on est en train de créer. Ouais. On a quelque chose d'unique là, qui est en train de nous révéler en même temps nos faiblesses, qu'on connaissait déjà, mais qui les mettent plus en exergue, et en même temps nos forces sur lesquelles il nous faut capitaliser. Et donc, c'est pour ça que, par exemple, demain, j'ai une énorme audio avec les associations gestionnaires et les associations de famille pour voir comment on va pouvoir capitaliser pour avancer sur nos grands chantiers qui avaient été mis en exergue lors de la Conférence nationale du handicap du 11 février dernier et de la commande que le président de la République nous avait passée en disant inconditionnalité de l'accompagnement ou là où est la personne, plus personne sans solution, vraiment se mettre en ordre de marche et ça va nous aider vraiment à déjà recapitaliser sur ça. Alors, bien sûr que pour l'instant, les professionnels ils sont mobilisés sur le maintien du confinement et cet accompagnement, mais déjà, je souhaite qu'on puisse travailler vraiment sur cette capitalisation parce qu'elle va être très intéressante pour notre changement de méthode, notre maillage territorial, notre façon de travailler entre les services de l'État, les collectivités locales. Moi, j'ai un travail remarquable qui est fait avec les départements, mais l'ensemble des communes aussi. Donc, on voit bien que c'est aujourd'hui qu'il nous faut penser l'après parce que il faut d'abord qu'on travaille dans cette durée, mais dans cet accompagnement différent, beaucoup plus méthodique, beaucoup plus organisé, avec des compétences qui sont revues en termes de responsabilité sur un maillage territorial. Donc, ça va nous réinterroger forcément et je m'appuie beaucoup sur les élus. J'ai créé un groupe parlementaire transpartisan et demain, j'ai ma première réunion en audio à l'Assemblée nationale avec l'ensemble des groupes qui m'ont désigné un référent sur le handicap pour que cette solidarité nationale prenne toute sa richesse et qu'on puisse vraiment faire remonter du terrain toutes ces innovations pour les capitaliser. Ouais, c'est vraiment l'esprit de ce que disait le président de la République hier, à la fois en humilité sur les difficultés qu'on peut rencontrer et puis avec l'espoir de sortir plus fort aussi de cette crise. Alors, il y a beaucoup de questions et je remercie d'ailleurs tous les internautes qui nous les posent. Ce soir, ce sont des questions très précises, notamment sur les ESAT, donc ces centres d'insertion par le travail. Évidemment, on peut se poser des questions sur leur date de réouverture. J'imagine qu'elles sont soumises aux mêmes règles et contraintes que les autres entreprises pour pouvoir réouvrir. Est-ce que tu peux nous le confirmer ? Alors, sur les ESAT, beaucoup ont fermé, d'abord parce que beaucoup de travailleurs handicapés étaient à protéger au niveau sanitaire. Il y a des demandes de réouverture, on est en train d'y travailler justement avec les associations gestionnaires. Bien sûr, c'est les mêmes règles de sécurité, mais on a plus de complications. Pourquoi ? Parce qu'on a des problématiques de transport, on a des problèmes d'émergement des travailleurs qui souvent étaient en ESAT et en même temps liés en foyer collectif. Donc tout ça, ça se retravaille. On a moins de problématiques sur les entreprises adaptées qui sont plus majoritairement restées ouvertes. Mais j'en profite aussi pour saluer cet esprit vraiment d'innovation qu'il y a eu. Avec Thibaut Gulli, on a travaillé avec Muriel Pénicaud sur le consortium Résilience. Et là, les ESAT, les entreprises adaptées, les entreprises d'insertion et les PME du textile se sont mis ensemble pour pouvoir produire des masques tissus, des masques de barrière au service justement des Français. Donc on voit bien que le secteur du handicap a aussi su se mobiliser pour que l'économie puisse avancer et pour qu'on ne perde pas justement ces compétences qui sont très importantes. Donc oui, on travaille sur la réouverture des ESAT et il faut qu'on le fasse proprement, en toute sécurité, et pour les travailleurs et pour les encadrants. Mais c'est aussi souhaitable parce que beaucoup de travailleurs, notamment handicapés psychiques, ont besoin de retravailler, c'est indéniable. Donc, dans des secteurs, certains ont continué sur de la blanchisserie, par exemple, parce qu'ils ont un vrai travail d'utilité pour la blanchisserie des blouses des hospitaliers, sur la fabrication de masques et de gel, et puis on continue d'avancer, on chemine pour la réouverture de certains domaines, mais encore une fois, notre priorité, c'est la sécurité sanitaire des personnes. Mais peut-être, alors il y aurait 1000 questions à te poser, parce que le sujet est tellement riche et le temps passe. Alors, je t'en pose une sur l'école et l'enseignement. C'est évidemment très central. Les jeunes en situation de handicap doivent continuer à évidemment mener leurs apprentissages. Comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a des mesures spécifiques qui sont prises pour eux ? Alors, tu as raison, il y a plus de 360 000 élèves qui sont rentrés à la maison, qui étaient en milieu ordinaire, plus tous ceux qui étaient en établissement médico-social dans des unités d'enseignement. Donc, cela, le maître mot, ça a été comme les autres, continuité pédagogique, continuité éducative, donc avec les mêmes appuis de tous les possibles à distance. Je tiens à souligner la réactivité d'Éducation nationale qui a pu mettre en open data accessible sa plateforme CAP École inclusive, ce qui fait que les adaptations ont pu être à disposition des familles et des professionnels du médico-social.
Et là, par exemple, tu vois, on va capitaliser parce que ça va être maintenu, cette accessibilité universelle des adaptations. Hein. Avant, c'était réservé à l'éducation nationale, là, on en a profité pour l'ouvrir à tous. Donc, on a une vraie continuité des adaptations au service du parcours des élèves en situation de handicap. Bien sûr, on y travaille avec Jean-Michel Blanquer au quotidien hein, sur les besoins éducatifs particuliers. Les enseignants référents spécialisés sont à disposition. Il y a eu énormément de sites de ressources. J'en profite aussi sur l'autisme. On a fait un énorme travail d'accompagnement spécifique sur les adaptations pour les autistes avec le groupe national des centres de ressources autisme et des fiches à disposition des parents pour continuer justement cette adaptation possible. Et puis on travaille en même temps sur la réouverture, comme le 11 mai, les écoles, collèges, lycées vont réouvrir, y compris certainement les unités d'enseignement, les IME qui sont à disposition justement de tous ces élèves, et qu'ils soient, où qu'ils soient, ce sont des élèves de la République. Donc, on a travaillé vraiment sur cette continuité pédagogique et éducative. Alors, bien sûr, c'est plus compliqué pour eux parce qu'ils n'ont pas, par exemple, leur accompagnant, leur AESH à leur côté. Et dans les familles, ça a été plus compliqué. Donc, il nous faut encore les prendre en compte de façon encore plus spécifique quand les écoles rouvriront. Ça va être indispensable. Et ça va encore une fois nous faire accélérer cette coopération avec le médico-social parce qu'on va avoir besoin de ces professionnels du médico-social qui vont venir travailler à côté des élèves pour accompagner cette reprise qui sera si importante pour eux. Et parce qu'il faut absolument qu'on travaille sur cette égalité des chances, et que la perte de chance, elle est encore plus prégnante hein, chez les élèves handicapés pendant ce temps de confinement. Donc, il nous faut vraiment retravailler très finement là-dessus. Mais bien sûr, des inquiétudes, hein, comme tous. Alors déjà, j'ai oublié de te dire, on s'est mis aussi en mode, je veux dire, facilité administrative. On a prorogé tous les droits des personnes en situation de handicap de 6 mois, que ce soit les droits financiers, d'AAH, d'AEH, on pourra en rediscuter, mais aussi des droits, par exemple, pour la scolarisation. On veut que la rentrée scolaire, les droits soient prorogés pour pas que les familles aient cette angoisse de cette préparation de rentrée scolaire. On est en train de travailler justement avec Jean-Michel sur ce sujet-là. Comment tout ce qui était en cours est renouvelé à l'identique, et on va travailler que sur les nouvelles demandes pour faciliter et aussi pour enlever le poids des équipes des MDPH, qu'on se concentre vraiment sur l'indispensable et que tout le reste soit renouvelé à l'identique, pour pas qu'il y ait de rupture et financière, de ressources pour les personnes hein, sur les droits, mais aussi pour pas qu'il y ait cette angoisse et ce poids administratif supplémentaire pour les familles. Mais ça, c'est vraiment tout le principe de la philosophie de l'action que tu portes, de continuité, d'automaticité aussi des simplification. Quand on pense aux situations absurdes qui étaient de refaire la démonstration systématiquement de son handicap, etc., c'est des choses qui sont très, très, très importantes. Alors, il y a les élèves en situation de handicap, il y a les personnes en situation de handicap qui continuent de travailler dans la période. Pour eux aussi, il faut évidemment, tu disais, la priorité, c'est la protection sanitaire. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place de spécifique concernant les personnes en situation de handicap qui continuent à travailler? Alors, il y en a qui continuent à travailler, il y en a qui se sont mis en télétravail, justement, pour se protéger. Et puis, bon, il y en a qui n'ont pas pu faire ces deux choses parce que leur fonction ne leur permettait pas. Donc, celles-là, elles se sont mises en arrêt de travail potentiel hein, pour protéger leur santé. Pour autant, à chaque fois, l'entreprise est encore plus, je veux dire, sensible à cette protection des travailleurs en situation de handicap. Donc, voilà, télétravail, très important, qui s'est beaucoup développé hein, pour les personnes en situation de handicap, des entreprises adaptées qui sont restées ouvertes ou qui ont pu faire bénéficier aussi, comme tout salarié dans une entreprise ordinaire, ils ont eu droit au même bénéfice de chômage partiel s'il y avait une cessation d'activité au sein de leur entreprise ou une impossibilité de continuer. Et puis, je voudrais aussi dire, en termes de droit, qui a été très important, c'est qu'on a permis aux parents, aux proches en situation de handicap, de s'arrêter pour garder leur enfant handicapé, avec une mise en indemnité journalière de sécu automatique et sans limite d'âge de la personne accompagnée. Pour les parents d'enfants dits valides, c'était 16 ans. Là, il n'y a pas de limite d'âge pour les personnes en situation de handicap pour lesquelles on s'arrête de travailler pour devenir aidant. Donc ça aussi, ça a été fortement apprécié des familles et je pense qu'il faut le redire. Oui, d'accord. Il y a énormément de questions sur les IME. Oui. Si tu peux nous en dire quelques mots sur leur situation. On dit quand est-ce qu'ils vont réouvrir. Voilà, je te laisse peut-être répondre sur ça. Alors, les IME, c'est un peu comme les écoles. Il faut qu'on arrive à voir avec la complexité supplémentaire que c'est parfois du personnel ou des personnes qui sont en fragilité. Donc, c'est tout l'enjeu du travail que je fais cette semaine avec les associations gestionnaires. Je vais avoir une grosse audio demain et les ARS pour voir comment on met en place ce plan de déconfinement.
Le président de la République nous a demandé, le gouvernement, d'émettre des avis très précis avec Jean Castex dans les 15 jours qui viennent. Ça fait partie de ces plans. Comment on n'ouvre pas on réouvre pas de la même façon, par exemple, un ITEP ou un IME qui accueille, par exemple, des enfants avec des troubles cognitifs, de la même façon qu'un IME qui accueille des enfants polyhandicapés avec un très gros risque sur le risque sanitaire. Donc, on va pouvoir adapter cette doctrine selon ce que va nous dire un peu la cartographie des établissements, et j'ai demandé aux associations de nous faire remonter ça dans la semaine, ce que vont nous dire l'ARS, et ça fera partie des adaptations à faire. Le président de la République a dit qu'il fallait protéger nos plus vulnérables, donc on est en train de qualifier les populations qui parfois devront rester confinées un peu plus longtemps pour leurs bénéfices propres, hein, on est bien d'accord, et tous ceux, comment on va architecturer cette réouverture des IME. Aujourd'hui, ils sont fermés, les professionnels sont à la tâche, je tiens vraiment à le dire, ils sont toujours à la tâche en mode service, et donc on a toute notre écriture de plan de déconfinement et de réouverture à écrire dans les quelques jours qui viennent pour pouvoir extrapoler justement cette réouverture. D'accord, et ça fera partie du plan global de déconfinement qui sera présenté dans 15 jours dans son ensemble et tu en présenteras les spécificités. Avec des contraintes supplémentaires de taille de réouverture. Il va nous falloir repenser nos modes de fonctionnement, dédoubler peut-être les groupes, penser aussi aux problématiques de transport pour ces établissements et ces IME. Donc c'est pas simple. On a une vraie feuille de route très, très compliquée et complexe, mais on va la faire en co-construction, bien sûr, avec les associations gestionnaires, les collectivités locales aussi et territoriales, puisque beaucoup d'établissements dépendent aussi des départements. Donc voilà, on a du pain sur la planche à venir sur les 15 jours qui viennent pour présenter justement une proposition de mise en route de ce déconfinement qui ne va pas être simple pour les populations que l'on accueille et qu'on accompagne, mais qui est indispensable vraiment en toute sécurité pour elles. Parfait. Ben, écoute, le temps presse. Alors, je te pose peut-être une dernière question peut-être sur l'accès aux soins parce que évidemment c'est une question assez naturelle. On sait que les médecins, beaucoup de praticiens sont très orientés en ce moment sur la gestion de la crise du Covid-19. Est-ce qu'on sait garantir la continuité de l'accès aux soins pour les personnes en situation de handicap qui en ont besoin? Est-ce qu'il y a des messages spécifiques à faire passer sur ce sujet-là? Alors, on a vu une baisse de maintien des soins et Olivier Véran et moi-même avons redit il faut absolument reprendre les soins qui sont indispensables. Il ne faut pas rajouter du surhandicap. Je pense à tous les soins, par exemple, de kiné qui sont extrêmement importants pour les personnes en situation de handicap moteur. On est en train d'améliorer la possibilité d'avoir tous les matériels de protection, masques et gel pour toutes ces professions. Il faut maintenir ces consultations quand c'est impératif. C'est pour ça aussi qu'on a développé la téléconsultation pour pouvoir continuer ces soins indispensables pour certaines personnes en situation de handicap. Donc, il ne faut pas les arrêter. Et puis, on travaille énormément avec l'hospitalier, avec le 15, avec les associations du monde du handicap qui ont fait des fiches réflexes spécifiques justement pour tous les professionnels du sanitaire pour les accompagner quand il y a une hospitalisation, je dirais, de soins classiques ou une hospitalisation pour réanimation, pour qu'ils ne se sentent pas démunis avec des personnes qui parfois n'ont pas de communication ou qui ont des troubles autistiques sévères ou des polyhandicaps. Donc là, les associations par type de handicap ont fait des fiches réflexes extrêmement bien faites qui sont en train d'être diffusées au centre 15, aux hospitaliers. Et aussi, on travaille avec l'hospitalisation à domicile, la HAD, pour pouvoir l'assouplir, la faire de façon plus rapide pour éviter justement des hospitalisations. Donc voilà, on s'est mis vraiment en mode accompagnement du milieu hospitalier dans les établissements médico-sociaux et à domicile pour favoriser vraiment cet accès aux soins pour qu'il n'y ait pas de rupture et des pertes de chances potentielles. Parfait. Écoute, merci beaucoup Sophie, je crois que c'était très riche. On a essayé de répondre au plus de questions possibles. Merci à ceux qui les ont posées. Et merci surtout à Julie et Florine aussi. Exactement. Merci à toutes les deux et merci du boulot que tu fais Sophie. Évidemment, c'est une cause qui est extrêmement, extrêmement importante. Bonsoir à tous. À demain. Je crois que demain, j'échangerai avec Jean-Michel Blanquer, voilà, pour parler de ces questions éducatives. Sur les élèves à besoins éducatifs particuliers avec Jean-Michel. Voilà. Exactement, je pense qu'on aura beaucoup de questions. Bonne soirée à tous et merci Sophie. Au revoir.